Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, affaire blanchiment de capitaux et d'atteinte supposée à la sûreté de l'État. Le constitutionnaliste de renom et opposant politique Joël Aïvo, le peuple béninois, Mesdames, Messieurs, la communauté internationale brûlait d'impatience de connaître toute la vérité sur cette rocambolesque affaire. Le 15 juillet, consacrant l'ouverture du très attendu procès où tous retenaient le souffle, n'aura pas été la bonne date pour que la lumière soit définitivement faite. Et pour cause, le dossier aura été renvoyé au 5 août prochain. La défense de crier à la manipulation judiciaire et à l'interventionnisme politique. De quoi retournent ces allégations? Mesdames, Messieurs, le sujet à débattre avec nos invités dans un instant, des hommes de droit, pour nous en parler plus amplement avec beaucoup de détachement, on l'espère. Ouverture du procès Joël Aïvo, naufrage judiciaire ou un procès grandeur nature, c'est le thème en débat et qui, pour nous aider à apprécier la portée de l'acte observé, Maître Aboubakar Babarapé, président de l'ODHP, Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples. Il est avocat au barreau du Bénin. En tout cas, c'est la casquette du président de l'ODHP qu'on utilisera au cours de ce plateau. Maître Aboubakar Babarapé, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour et merci pour tout ce que vous faites pour l'information de vos téléspectateurs, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Merci également de m'avoir invité à la veille de l'Aïd Kibi, à savoir ce qu'on appelle généralement la Tabaski, la fête des moutons. Et je profite de votre plateau pour souhaiter une bonne fête à toute la nation béninoise, à toute la communauté musulmane et à tous vos éditeurs musulmans de par le monde entier qui vous suivent avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça n'a pas été facile, mais bon, j'ai tenu quand même à y être pour apporter ma contribution à votre œuvre que vous faites tous les jours. Merci. Donc, c'est à nous de vous remercier. Vous l'avez dit, ça n'a pas été facile. Oui, mesdames, messieurs, de quoi s'agit-il? L'agenda du président de l'ODHP, très chargé par ces temps. Vous l'imaginez. Nos gratitudes, Maître Aboubakar Babarapé. Merci beaucoup. En face de vous, notre homme de droit, pas des moindres, observateur très averti de la vie politique, Maître Fatih Ousmane est avocat au barreau de Dijon. Il suit l'actualité africaine de très près. Le cas du Bénin reste pour lui une priorité. Maître Fatih Ousmane, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour à vos téléspectateurs et bonjour au doyen Babarapé que je suis de loin et dont j'admire le courage, l'honnêteté et l'implication quotidienne. Alors, une petite mention pour le doyen Babarapé qui, en plus de son talent d'avocat, le mérite d'être un dignitaire de la cour royale de Djougou et c'est une ville qui m'est chère. De Kouandé. Ah, ok. De Djougou et de Kouandé, précise-t-il. Ok, merci pour ces apports. Mesdames, Messieurs, oui, ils étaient nombreux à retenir le souffle, le 15 juillet. Une audience, disait-on, pas comme les autres. L'ouverture du procès du constitutionnaliste opposant politique Joël Aïvo. Une audience qui s'est achevée pour certains en queue de poisson. Beaucoup de réactions, d'indignation, des hommes de droit pour nous aider à apprécier un peu sur à quoi on a eu droit ce jour-là. Oui, je me retourne d'abord vers Maître Fatih Ousmane. Vous l'avez suivi, cette audience-là, avec un goût d'inachevé comme certains, ou vraiment une occasion rêvée pour apprendre davantage de la justice? C'était tout sauf un procès, c'était un simulacre de procès, Joël, y-est-on dit. Ce à quoi nous avons assisté là, et pour résumer et répondre à la question posée par votre sujet, c'était un fiasco. La justice béninoise avait l'occasion de montrer à la face du monde qu'elle était indépendante, qu'elle était libre et qu'elle était surtout crédible et sérieuse. Ce qu'elle a montré là et le spectacle qu'elle a offert par la piètre prestation du ministère public et des juges montre clairement que cette justice n'est pas sérieuse et en tout cas qu'elle ne garantit pas aux citoyens, quels qu'ils soient, les droits les plus élémentaires et notamment les droits de la défense. Parce que au-delà de la personne de Frédéric Joël Aïvo, dont on
Donc c'était le procès, il y avait autour de lui plusieurs autres personnes impliquées, mais c'est surtout tous ceux des Béninois, des justiciables, des citoyens de tous les jours, des citoyens lambda qui se trouvent confrontés à une telle justice, qui n'ont aucune garantie de ce que leurs droits, leurs libertés seront respectées. Et ça, c'est un vrai problème. Ce qu'a offert de voir avoir le procès et l'audience du 15 juillet, c'est tout sauf de la justice. C'est un fait du prince, c'était un abus de droit, un abus de procédure et je dirais même un abus de position. Donc on est là face à quelque chose qui est très loin et très éloigné de l'idée qu'on doit avoir d'une justice sérieuse, car on ne prive pas un homme et d'autres personnes de plusieurs mois de prison et de plusieurs mois de leur liberté simplement pour venir constater soi-même l'organe poursuivant qu'est le ministère public et le procureur spécial près la Criette pour venir constater qu'on s'est trompé de procédure, qu'on s'est trompé de qualification pénale et qu'on va devoir reprendre à zéro en mettant en péril la liberté des gens et en renvoyant devant prétendument un collège d'instructeurs. Ça, c'est un vrai problème et c'est un fiasco pour moi, c'est un vrai scandale judiciaire. Maître Fathi Ousmane, je suis tenté de vous demander si vous êtes mis dans la peau des avocats de la défense qu'on a suivis ou vous parlez en toute objectivité là. Alors, je suis un observateur judiciaire de ce qui se passe à Cotonou et à Porto-Novo. Ce que je vois, c'est ce que je pratique ici, mais c'est aussi ce qui est inspiré des textes de notre pays. Donc, j'aurais pu vous répondre que je peux être l'avocat de Frédéric Joël Aïva, mais je suis observateur parce que juriste, parce que technicien du droit et que je regarde avec tristesse que notre pays est en train de s'enfoncer sur la pente de la violation des droits de l'homme et des droits et des libertés de ses concitoyens. Donc, ce n'est pas un partisan qui s'exprime, c'est un technicien du droit, un observateur de la vie politique et surtout un observateur de la chose juridique. Et ça, c'est important. Merci de nous le repréciser. Alors, Maître Boubacar Baparapé, vous, dans votre casquette de défenseur des droits humains, vous aviez été triste à l'issue de cette audience-là? Oui, disons que vous avez bien fait de préciser que c'est en ma qualité de président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme que vous m'invitez. Tout à fait. Et parce que je suis un peu embarrassé, parce que je suis dans le dossier. Dans le dossier, ce que j'étais à l'audience, mais ce que j'ai vécu, c'est extraordinaire. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris parce que... N'avez-vous pas compris? Oui, ce que je n'ai pas compris, c'est le maniement subtil ou grossier de la loi par la justice pour, je ne sais pas dans quel but, est-ce pour faire mal donc aux inculpés, est-ce je ne sais pas de quoi cela relève. Pourquoi? Moi, je m'appuie sur nos textes, oui, à savoir le Code de procédure pénale. Voyez-vous, le procureur spécial, en faisant arrêter, tel que vous le savez, et le professeur Joël Aïva, l'a immédiatement mis en flagrant délit. Tout à fait. Là encore, il n'y a pas de problème. Alors, en le mettant en flagrant délit, la première chose qui m'a frappé, c'est que la qualification qui a été faite, c'était atteinte à la sûreté de l'État, blanchiment de capitaux. Oui. Vous comprenez avec moi, en tant que juriste, même en tant que journaliste, lorsque vous qualifiez un fait de ce genre d'atteinte à la sûreté de l'État, mais forcément, cela nécessite une instruction préalable. Il s'agit, suivant la qualification du procureur spécial, d'atteinte à la sûreté de l'État. Alors, s'il en est ainsi, mais cela nécessite qu'on fasse vraiment une enquête approfondie pour donner la dimension réelle
donc, de cette qualification-là. Alors, ce qui nécessitait la saisine de la commission d'instruction. Et à ma grande surprise, on a audiencé, n'est-ce pas, le dossier, donc au 15 juillet. J'ai dit, ben, qu'à cela ne tienne, parce que moi, j'ai fait la Côte d'Ivoire, où même lorsqu'il s'agit de crimes, de crimes flagrants ou bien de crimes de sang, mais en raison de la célérité recherchée dans la sanction, donc on peut passer ça en flagrant délit. C'est ça. C'est possible. Je me suis dit que peut-être c'est dans cette hypothèse d'école qu'on se trouve, puisque il s'agit du parquet spécial, et s'agissant du parquet spécial, il s'agit donc du garde des Sceaux, s'agissant du garde des Sceaux, il s'agit de la présidence. Vous voyez jusqu'où? Parce que lui n'est pas libre. C'est la loi qui le dit, il est sous ordre. C'est ça. Donc, alors, mais ce qui a encore frappé, ce qui m'a frappé, c'est le fait d'avoir audiencé ça au 15 juillet, par rapport à la date d'arrestation. Or, mais l'article 402 du Code de procédure pénale dit que lorsqu'il s'agit d'une infraction flagrante, c'est immédiatement, lorsqu'il y a une audience qui tient, on passe l'inculpé donc en audience. Sinon, c'est le lendemain s'il y a audience. Mais voyez-vous, nous avons dans le cadre du dossier Maître Laurent obtenu de la Cour constitutionnelle donc une condamnation du procureur de la République à l'époque de ces faits-là, disant qu'il a violé la Constitution en enrôlant le dossier 25 jours après la comparution donc des Maître Laurent et comment on appelle, la présentation des Maître Laurent devant lui. 25 jours seulement. Et la Cour constitutionnelle a dit que le procureur avait violé la Constitution en son temps. En son temps. Bon, la suite, on la connaît. Alors, la suite, on la connaît. Oui. Mais aujourd'hui, mais ce n'est pas 25 jours. C'est plus de 3 mois, près de 4 mois, après sa présentation devant le procureur. Mais 4 mois après, le procureur vient dire, eh bien, il faut renvoyer le dossier, qui se déclare incompétent. Comment ça? Comment il va se déclarer incompétent? Mais n'avait pas-il su qu'il s'agissait d'une infraction criminelle pour que 4 mois après, qu'il vienne dire bon, qu'il est incompétent? Moi, à ma position de militant des droits de l'homme, oui, l'interprétation que j'en ai donnée, j'ai dit que hier, nous, dès qu'on nous arrête, on nous torture à mort. Aujourd'hui, on parlait de la période révolutionnaire. De la période révolutionnaire. Oui, on est en démocratie. Bon, pourquoi vous pensez à la période révolutionnaire? Ok, allez-y. La démocratie, c'est aussi ça, le respect des droits des détenus. La démocratie, c'est aussi le respect des textes constitutionnels. La démocratie, c'est le respect de nos textes organiques. Donc, qui encadre aussi bien la vie des citoyens que le comportement des dirigeants et des décideurs. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Les textes sont là, mais on fait à sa volonté. C'est pour ça, nous, en comparant les faits juridiques et la légalité, et en voyant ce qui est fait, nous disons, mais qui n'a pas l'égalité? Alors s'il n'y a pas l'égalité, alors il y a dictature. Le contraire de la dictature, c'est la légalité. Donc nous nous trouvons dans un cas de figure où c'est le décideur qui décide suivant sa volonté. Et donc, décidant suivant sa volonté, il y a une volonté alors de torturer, de punir les gens. Mais bien sûr, oui. Ça aussi, ça relève de la loi. Non. Mais peut-être torturé, non. Mais puni, si non, vous êtes en infraction, non, ou bien vous voulez parler d'autre chose? Non, je veux parler de punition et punition revancharde. Ah, ok. Ah oui, punition revancharde. Parce que si c'est juste pour la détention, mais les conventions internationales auxquelles nous avons fait droit, et nous avons adhéré,
n'est-ce pas, cadre, n'est-ce pas, le contexte dans lequel, quand une personne est détenue pour son opinion, il s'agit des détenus d'opinion. Ici. Donc c'est pourquoi on parle de détenus politiques. Et s'agissant de détenus politiques, mais aussi bien le garde des Sceaux que le procureur spécial savent que les conventions internationales donnent des droits incompressibles donc, à ces détenus. Or, qu'est-ce que nous avons constaté? C'est là où, suivez bien mon regard, c'est là où je parle donc de punition, puisque dès leur arrestation, on leur a fait des pires conditions. Oh, j'ai crié sur tous les toits ici, sur vos antennes ici. C'est vrai que en matière pénale, la personnalité du délinquant est importante. Vous comprenez? On n'a pas besoin de vicier, d'empêcher les gens jusqu'à même tomber malade, tout ça, et refuser même d'aller faire soigner les gens. Mais c'est toute une chaîne. Ils finissent de subir tout ça pendant 4 mois. Ils viennent, tout l'espoir d'un peuple pour dire, bon, on va savoir la vérité aujourd'hui. Et puis bon, flamme, virage à 180 degrés, le procureur dit non. Il est incompétent. Alors, donc, vous comprenez toute la rage des avocats qui ne comprenaient pas cette démarche donc, du procureur spécial qui est venu dire, comme pour lui dire, bon, pour les feinter, quoi, comme on le dit. Non, donc c'est un peu pernicieux, c'est un peu perfide. Le procureur spécial, oui, en demandant au juge de se déclarer incompétent, oui, et ensuite de confier le dossier à un juge d'instruction, n'est-il pas dans le cas d'école aussi? Peut-être une école. Autre école. Non, vous voyez, c'est vrai, la loi lui permet, n'est-ce pas, d'aller dans un sens comme dans l'autre. Vous comprenez? Mais, dans des contextes pareils, moi je pense que avant de prendre une décision, il faut véritablement réfléchir parce qu'il s'agit de la liberté d'individu. Je ne veux pas dire n'importe quel individu pour qu'on me retroque, mais il y a les pauvres qui sont là, c'est pas parce que, bon, mais dedans, il y avait des militaires. Donc, il faut avoir une logique procédurale qui vous rende crédible. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la crédibilité, donc, de notre justice. Pour que quelqu'un qui vient, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, qui se dise que je bénéficie, donc, je suis devant une juridiction crédible et je bénéficierai donc de défense aussi crédible. Est-ce que c'est dans ce cas de figure que nous sommes ici? Nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Et c'est pour ça que moi, en tant que militant des droits de l'homme, j'ai pris le côté torturant donc, de ces procédures pernicieuses donc, tendant à manipuler la psychologie donc, des détenus. C'est ça, et c'est très grave. Maître Faty Ousmane, la démarche procédurale, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'elle a péché? Quand on sait qu'il y a mille et une façons, lorsqu'on est face à des dossiers aussi graves, d'avoir de l'inculpé des éléments de réponse dont on a besoin. Non, il faut écouter avec beaucoup d'attention ce que dit M. Barapé qui tient des propos qui sont frappés du coin du bon sens. Il vous a dit tout à l'heure Maître Faty, vous voulez dire que c'est que... Il y a eu une attitude pernicieuse et il a parlé de perfidie. Il a même employé des termes qui sont assez forts, hein, puisqu'il a parlé de punition et de punition dans un esprit revanchard. On n'est pas en droit là. Mais maître Faty, oui. Là où parfois le citoyen lambda est embêté, nous aussi professionnels des médias, c'est que quand on entend certains avocats tenir les propos tels tenus par Maître Barapé, il y a d'autres qui disent qu'on est dans la normalité des choses et le Bénin serait en train de révéler son appareil judiciaire. C'est là qu'on est un peu embarrassé. Et là, on vous demande... Oui. On vous demande si ce n'est pas un autre cas d'école, ce que le Bénin est en train d'être fait, de faire. Vous avez promis, dit rien que la vérité, sans parti pris. Ce qui est en train de révéler actuellement le Bénin, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on veut faire du droit et du droit pénal.
Ce qui est en train de se passer et qu'a résumé tout à l'heure Maître Baparapé, c'est très simple. Lorsque vous êtes en présence d'une infraction dont la première qualification est de nature criminelle, comme celle d'atteinte à la sûreté de l'État, ce n'est pas une option de savoir si on va en instruction ou si on va en flagrant délit, c'est une obligation, ce n'est pas moi qui l'invente, ce n'est pas Maître Baparapé, c'est le code de procédure pénale. Le procureur spécial près la criette, lorsqu'il ouvre une enquête préliminaire concernant des faits de cette nature-là, n'a pas à réfléchir pendant 10 secondes, il a à faire interroger les mises en cause par des policiers et ensuite à renvoyer le dossier devant un juge ou un collège de juges d'instruction qui vont instruire parce qu'il s'agit de faits de nature criminelle. Donc lorsqu'il prend l'initiative, pas seul, bien évidemment, puisque M. Baparapé a rappelé que le procureur spécial était tout sauf indépendant en matière de fonctionnement de l'organisation judiciaire, mais ça, ce n'est pas nouveau, c'est un peu partout dans tous les pays dont la procédure est acquisitoire s'agissant de matière pénale. Le procureur spécial près la cour de la Criette à Cotonou, à Porto Novo, prend des instructions du ministre de la Justice, qui lui-même prend des instructions de la Marina. Donc on sait que dans ce procès-là, le processus est politique, il n'est pas judiciaire, il n'est pas juridique, en tout cas il n'est pas là pour valider la protection des droits de l'homme et des droits des citoyens béninois. Donc lorsque le procureur spécial initie l'enquête préliminaire, il sait depuis le début qu'il s'agit d'un des faits, en tout cas qui est criminel. Donc il sait qu'il doit orienter le dossier vers l'instruction et il ne le fait pas dans un pays sérieux, Joël. Dans un pays sérieux, ça lui vaudrait une procédure disciplinaire à tout le moins pour s'expliquer sur la faute professionnelle qu'il commet en faisant cela et en mettant en péril la vie, la santé et la profession de plusieurs personnes qui sont mises en cause, dont un professeur d'université expert près les Nations Unies. Voilà ce qui fait dire à ceux qui observent ce dossier-là qu'il ne s'agit pas en réalité d'un dossier de droit, mais qu'il s'agit d'un dossier politique, parce que ce qui est reproché à ces gens-là, comme l'a dit Maître Baparapé, c'est en réalité leur expression, leur opinion, leur liberté de ton et leur volonté de convoquer l'actuel régime face à ses responsabilités et de le convoquer devant le peuple et dans ce que le professeur Ivo a appelé à un moment la lagune, pour qu'ils viennent se confronter à la réalité du terrain. Donc en réalité, ce qui leur est reproché, ce n'est pas des infractions, parce que s'il y avait eu de réelles infractions, on le saurait. Le dossier d'enquête serait beaucoup plus épais, beaucoup plus consistant que ce qu'il est aujourd'hui, et on enverrait plus facilement en instruction. C'est parce qu'on sait que tout cela ne tient à rien du tout qu'on s'est contenté, vous vous rendez compte, pour des faits de nature criminelle, en tout cas prétendument criminelle, on s'est contenté de dire que ça se limiterait à la simple enquête préliminaire faite par des officiers de police et des agents de police. C'est extrêmement grave et c'est ce qui fait, de mon point de vue, qui discrédite totalement l'appareil judiciaire, celui de la Criette, en tout cas, je ne parle pas des autres juridictions, celui de la Criette, dont il faut rappeler que malgré sa relative jeunesse, puisqu'elle elle a été créée en 2018, la Criette a multiplié les scandales, et je vous rappelle que depuis le début de sa création, elle a été critiquée tant au niveau national qu'au niveau international, notamment par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et il n'y a guère que la timidité de la réaction de l'ordre des avocats du Bénin qui laisse penser que cette juridiction est sérieuse. Pour ma part, elle ne l'est pas. La Criette encore au banc des accusés. Bon, je suis tenté alors de vous demander, n'y aurait-il pas de situation atténuante dans le cas d'espèce, lorsqu'on observe de plus près? Situation atténuante, je n'ai pas compris la question. Oui, situation atténuante, si je vous vois à charge contre la Criette, le procureur spécial, vous dites qu'il est dans son rôle. Non, monsieur Joël. Oui. Vous voyez, nous sommes les premiers ici à tirer à boulet rouge avec mon confrère, qui est aujourd'hui préfet, l'ancien... comment on appelle, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, vous le dites. Vous parlez du gouvernement comme si je peux le taquiner comme ça. Bon, donc, mon ami Orula, nous étions
les premiers ici à tirer à boulet rouge dans tous les sens, à iTélé, à Sika TV, à votre chaîne de radio qu'on a supprimée, à Soleil FM. Soleil FM, pour dire non, pour dénoncer, n'est-ce pas, cette criette-là. Vous comprenez? Et votre cri de queue, votre oui, coup de gueule, ça demeure. Ça demeure, mais quand même, je peux dire que le chef de l'État a entendu raison, parce que il n'y avait pas, bon, même si c'est formel, mais il n'y avait pas, la criette tranche, elle tranche et puis c'est fini. Il n'y a pas de double degré de juridiction. Désormais, les turéféraires du pouvoir, les juristes du pouvoir nous ont dit, mais est-ce que pendant les assises, il y a voie de recours? Que donc la criette aussi c'est assise. On ne dit pas, on ne sait même pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est une cour? C'est un tribunal? Bon, en fait, c'est tout sauf une juridiction normale. Donc, une juridiction spéciale. Mais dans sa spécialité, elle est tenue quand même de dire le droit. Puisque, officiellement, on dit, c'est nous, militants des droits de l'homme, qui disons que nous sommes dans un état dictatorial en comparant les faits de droit et les faits de prince. Vous comprenez? Pour conclure que, nous ne sommes pas dans une hypothèse de pays démocratique aujourd'hui. Alors, mais si nous avons choisi quand même, malgré cette situation ambivalente, où tantôt on dit c'est l'état de droit, tantôt c'est la dictature, mais malgré ça, il y a quand même des textes sur la base desquels, n'est-ce pas, on dit la justice. Même la justice criette, c'est sur la base de nos textes qu'elle fonctionne. Alors, pour recadrer un peu les faits, oui. Le procureur de la République, donc aussi le procureur spécial, c'est pas parce qu'il est spécial qu'il n'est pas un agent de poursuite, peut, dans des conditions déterminées, même lorsqu'il s'agit d'un crime, et un crime abominable, envoyer ça d'abord en flagrant délit. Parce que nous sommes ici, malgré tout, dans un forum de droit. Bien que nous soyons sur le plateau, beaucoup de gens nous suivent de par le monde pour savoir si ce que nous disons est du droit ou du non-droit. Voilà. De la procédure ou de la non-procédure. Or, nous sommes ici dans le cadre d'une procédure. Si nous sommes dans le cadre d'une procédure, il faut bien expliquer à vos téléspectateurs ce qu'il en est. Ce qu'il en est, c'est que le procureur de la République peut, dans des conditions déterminées, lorsqu'un crime est commis, n'est-ce pas, lorsqu'il est saisi, envoyer le dossier d'abord en flagrant délit. Cela veut dire que le juge d'instruction, qui doit normalement recevoir le dossier, donc pour l'ouverture d'une information, n'est pas disponible. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser le délinquant, ou bien il faut l'envoyer en prison poireauté comme ça, non, sans statut. Non. Donc, on l'envoie d'abord en flagrant délit pour confirmer le mandat pris par le procureur de la République. Alors, à partir de cet instant, donc, on confirme le mandat. Mais on programme une audience de flagrant délit dans un temps très voisin, n'est-ce pas, de sa comparution de sa présentation au procureur de la République, et le jour de l'audience, le tribunal qui est saisi donc de ce faux flagrant délit-là, donc va constater qu'il s'agit d'un crime, soit qu'il s'agit d'un mineur, soit qu'il s'agit de quelque chose pour lequel lui, il est incompétent. À partir de cet instant, il se déclare incompétent. Mais ce que nous sommes en train de déplorer ici, c'est que bien que sachant que le dossier est un crime, instruit comment on appelle, par ses collaborateurs, à savoir les OPJ, à la brigade économique et financière ou à la brigade criminelle, où il a eu tous les détails, le compte rendu régulier, heure par heure, lui est fait de l'évolution de la procédure, qu'il reçoive la procédure, qu'il mette ça en flagrant délit et qu'il audience cela pendant 4 mois après. Mais, monsieur Joël,
quand même, vous voulez que, bon, nous, professionnels du droit, nous, et défenseurs des droits de l'homme, nous applaudissions et nous disions, bon, comme le proclament les avocats de l'État pour dire que c'est l'État de droit qui est en marche. Non, nous n'avons pas la même lecture donc, de ces genres de procédures qui, selon nous, militants des droits de l'homme, constituent des violations violentes, comme le dirait quelqu'un, des droits de ces détenus-là, que l'ODHP a adopté et qui défend. Donc, de ce point de vue, M. Joël, je suis tout à fait à l'aise pour dire et répéter haut et fort que dans ce dossier, le procureur spécial a mal agi. Le procureur spécial, dites-vous, a mal agi. Eh bien, et puis tout ce qui est spécial est dangereux pour la liberté. Sans exception. Sans exception. Tout ce qui est cour de sûreté de l'État, cour d'exception, tout ce qui est exceptionnel tend toujours à violer, n'est-ce pas, les textes. Et donc, si nous sommes dans une logique de violation des textes, comment pouvons-nous être en sécurité juridique? Comment pouvons-nous être en sécurité? On n'est pas en sécurité juridique. Donc, on ne peut pas être sûr que, bon, si vous êtes arrêté aujourd'hui, que vos droits seront respectés conformément aux conventions que nous avons signées, conformément même à notre propre constitution, conformément à ce que le Code de procédure pénale a dit. Donc, à partir de cet instant, eh bien, bon, qu'on les mette en internement administratif, comme nous, on nous avait mis en internement administratif, qu'on ne dise pas, bon, que c'est la loi, c'est la loi. Il n'y a pas de loi là, je suis désolé. Maître. Et c'est pour ça, nous, militants des droits de l'homme, oui, nous continuons d'interpeller le chef de l'État, nous continuons d'interpeller le garde des Sceaux, afin qu'ils recadrent donc leurs collaborateurs, afin que le minimum soit respecté pour que sur le plan international, au moins, nous apparaissons au moins quand même comme ceux qui sont quand même dans le contexte d'un état de droit. C'est ça le problème. Maître Baparapi, oui, monsieur Joël, que votre interpellation va à l'endroit maintenant du chef de l'État. Direct. Vous êtes dans le droit là? Non, vous avez dit militant des droits de l'homme, non? Si. Mais bien sûr, il s'agit des droits de l'homme. Et ici, en matière de droits de l'homme, mais le chef de l'État a constitutionnellement tous les droits d'arrêter une procédure, surtout en ce qui concerne des procédures de... Mais imaginez, à la veille de... comment on appelle, à la veille de chaque grand événement, mais la loi lui donne la possibilité de gracier. La loi lui donne la possibilité d'arrêter les procédures. La loi lui donne la possibilité de saisir l'Assemblée nationale afin de dire, bon, tout ce que j'ai dit de faire là, bon, arrêtez-moi ça, et puis bon. Maître Fatih Ousmane. Mais bien sûr, ça aussi c'est du droit. Pourquoi vous dites que ça, ce que je dis là, en interpellant le chef de l'État, que c'est pas du droit? Au nom de droit, au nom de quoi vous me demandez, vous dites que c'est pas du droit? Moi, je suis venu faire du droit ici. Non, maître, en interpellant le premier magistrat de l'État, en ma qualité de militant de droits de l'homme. Mais comment je l'ai insulté? Non, vous ne l'avez pas insulté. Mais alors pourquoi vous dites que... On veut savoir, ils sont nombreux à savoir. Ah, bien sûr. Ils ont le droit de savoir. Ah bon, donc merci de nous répondre. Je leur explique, oui, je leur dis que je suis dans mon rôle en tant que militant des droits de l'homme, oui, président de l'Organisation des droits de l'homme, de faire un décryptage juridique de tout ce qui s'est passé, d'envoyer un message très fort, un appel au chef de l'État, afin que, n'est-ce pas, il puisse intervenir. Il est président du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, donc, juridiquement, mais c'est lui qui doit être interpellé, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, pourquoi voulez-vous que je ne l'ai pas en face pour lui dire, à travers votre média, que, monsieur le chef de l'État, je vous interpelle, faites-moi arrêter tout ça là, pour que, bon, comme il a dit lors de sa prestation de serment, les élections sont terminées. Ce que Joël Aïvo, Rekia Madougou ont fait, cela participe, n'est-ce pas, de la démocratie. Alors, Maître Fatih Ousmane, faut-il un tiers dans ce dossier? Il faudrait effectivement que la grâce divine
inspire le chef de l'État. Et l'idée de mettre le parapet est très intéressante, mais je crains qu'elle ne prospère en l'espèce, parce que le chef de l'État, et j'ai honte de le dire, est à la fois juge et partie. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, le chef de l'État est le chef de l'exécutif, il est le chef du gouvernement et le chef à la fois du ministre de la Justice, mais également du procureur spécial près la Criette, qu'il a lui-même contribué à créer, puisque la loi a été votée sous l'égide de cette majorité en 2018. Donc c'est un vœu. Je crains qu'il ne soit un vœu pieux. Ce que moi je note dans cette démarche-là, c'est qu'en plus elle se heurte à un certain nombre d'obstacles. La grâce présidentielle supposerait qu'il y ait une condamnation. Or, il n'y a pas de condamnation encore de Frédéric Joël Aïvo et des autres embastillés par ce régime. La question d'une éventuelle amnistie sera renvoyée au Parlement. Donc, ce n'appartiendra pas au chef de l'État directement, en tout cas, de prendre cette initiative. Non, de mon point de vue, si quelque chose doit bouger, c'est une prise de conscience collective et globale de ce que la situation n'est pas tenable et qu'on ne peut pas impunément violer les droits des citoyens, violer les règles les plus élémentaires de la procédure judiciaire, la procédure pénale, et on doit ordonner, parce qu'il faut tirer les conséquences de l'impéritie de ce système judiciaire-là, il faut tirer les conséquences également d'une forme d'incompétence qui a consisté à envoyer des gens devant une juridiction sans avoir respecté au préalable les règles les plus élémentaires. Donc la seule conséquence de cette situation, c'est la libération immédiate, sans aucune autre forme de réflexion ni même de mécanisme plus ou moins politique ou administratif, c'est la libération. Et les textes pour libérer ces personnes qui sont détenues à tort existent. Et on ne peut pas reprocher à ces personnes-là de ne pas présenter des garanties de représentation. Je rappelle qu'il s'agit quand même de pères de famille, de chefs d'entreprise pour certains, de professeurs d'université, d'experts près les Nations Unies qui disposent de domicile, d'attaches domiciliaires et qui offrent les garanties de ce qu'ils n'entendaient pas fuir. Parce que s'ils avaient voulu fuir, il y a bien longtemps qu'ils seraient partis sur des gens tout à fait sérieux. Et aujourd'hui, la seule vraie conséquence à tirer de cette situation, de ce fiasco judiciaire, c'est la libération pure et simple de ces gens-là, quitte à ce qu'ils soient libérés dans l'attente d'un éventuel procès. Mais de mon point de vue, et ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, la procédure telle qu'elle a été mise en œuvre et installée depuis le début de cette affaire est nulle et nulle. Il faut simplement en tirer la conséquence et annuler les poursuites qui sont engagées contre des personnes qui n'ont rien à faire dans cette situation, puisqu'on a parlé de comportements pernicieux et de perfidie, avec derrière des relents revanchards. Ça reste le regard de l'observateur. Mais alors, dans votre posture, comment entrevoyez-vous la requête qui sera, ou les deux requêtes qui seront en débat le 5 août prochain, celle de la compétence ou non de la Cour, et puis celle relative à la mise en liberté provisoire? Alors, la mise en liberté provisoire, je viens de le justifier, je viens de l'expliquer, elle est de droit. Mais comment l'entrevoyez-vous? Pardon? Comment l'entrevoyez-vous, ces deux requêtes? Je vous le dis, je ne vois pas d'autre solution pour la Criette et le procureur spécial de sortir avec un peu de dignité de cet imbroglio judiciaire que de libérer sans aucune autre forme de procès nouveau les mises en cause, et notamment Frédéric Joël Aïvo, Alain Yonfon et les nombreux autres qui sont embastillés à tort. Donc la vraie solution aujourd'hui, je ne vois que de l'espoir dans cette audience, qui n'est pas une audience, parce que c'est un délibéré. La Cour a renvoyé au 5 août, de mon point de vue, pour se prononcer sur les deux situations, sur celle de la mise en liberté demandée par les avocats, mais également le renvoi devant le collège de juges d'instruction. Mais le renvoi devant le collège de juges d'instruction, c'est une mesure d'administration judiciaire qui, je crois, devrait prospérer également. Mais j'ose espérer que, tirant les conséquences de tout ce qui a été fait comme violation des droits de la défense et des droits des détenus, la Cour tirera et prendra également la décision de libérer les personnes mises en cause. Alors, on est dans un dossier de droit, quoi qu'on dise. Ben, avec vos développements, les politiques peuvent-ils jouer un rôle? Suis-je tenté de vous demander humblement? Oui, très humblement. Et très humblement aussi, je voudrais
répondre. J'ai bien écouté les développements de mon confrère qui dit qu'il faut une libération pure et simple et des détenus sans aucun, en dehors de tout mécanisme de grâce ou bien de choses. Mais ça dit, bon, je suis tenté de sourire un peu. Mais il s'agit de la criette. Alors quand il dit, nous avons demandé, nous exigeons la libération pure et simple. Alors, si j'ai fait appel au chef de l'État, c'est parce que la libération provisoire qui a été demandée de nos des mises en cause. Oui. Quel juge va oser aller dans ce sens aujourd'hui? Répondez. À supposer même qu'ils aient le courage de dire bon, on le libère provisoirement. Et si le procureur s'y oppose, ils vont faire quoi? Le procureur est rattaché directement à la présidence. Donc, le dernier recours reste... le dernier recours reste toujours la présidence. Que ce soit une grâce amnistiante, comme Kérékou l'avait fait à l'époque, ou une amnistie, comme on l'avait fait en 90, ou encore une amnistie, comme le chef de l'État l'avait fait après les événements de 2019. Comment? Mes clients étaient nombreux. En 2019, après les législatives, c'est ça. Au cabinet d'instruction, je leur disais, c'est une affaire politique, ayez espoir, vous allez sortir. Alors, et je vous allez sortir. La clé de votre sortie est entre les mains du chef de l'État. Attendez, je rappelle l'histoire, c'est pas du faux. Non, je ne dis pas que c'est du faux. Je rappelle l'histoire. J'ai dit, ayez l'espoir, vous allez sortir. Mais les gens disaient, ah bon, mais on sera condamné à mort. Il y a d'abord peine de mort. Pour ce dont nous parlons aujourd'hui, effectivement, en 2019, il y a eu une amnistie. Tout le monde est sorti. Pour le dossier présent, suite à... Pour le dossier présent, mais je ne vois pas une issue autre que celle de l'intervention du chef de l'État pour arrêter, n'est-ce pas, tout ça là. Donc c'est pourquoi nous apparaissons aujourd'hui comme étant des médiateurs d'interface entre la présidence, les détenus et les choses. Merci à vous, Maître Baparapé. Pour dénoncer les choses et en même temps appeler le chef de l'État. Vous êtes compris. Merci, comme ça. Merci pour vos contributions. Oui. 30 secondes pour Fatih Ousmane pour conclure. Très rapidement, il faudrait, et je rejoins parfaitement ce que vient de dire Maître Baparapé, il faudrait juste que, pour que ce mécanisme d'intermédiation aboutisse, il faudrait que le chef de l'État quitte la casquette du procureur qu'il a arboré lorsqu'il était interviewé par France 24 et RFI, oui, pour devenir le premier des Béninois, et qu'il pense que ses enfants et que ses concitoyens sont des gens en qui il peut avoir confiance, et qu'il sache que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pour l'histoire. Ce qu'il fera demain, ce sera pour la prospérité. Merci à vous, Maître Fatih Ousmane. Merci également à vous, Maître Baparapé. Ce qu'on a dit avec fermeté hier, on peut le dire avec souplesse aujourd'hui. C'est sûr. Retenez-le, c'est sur ces mots que nous allons clôturer. Voilà. Ce qu'on a dit avec fermeté hier, on peut le dire aujourd'hui avec souplesse. Merci d'être des nôtres et à très bientôt. Merci. Ouais. If they want to get you, they'll get you.